Bienvenue dans Nomadness, le podcast de celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo, en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Aujourd'hui, je vous partage la deuxième partie de mon échange avec Émilie. Si vous avez manqué la première, je vous invite à aller écouter l'épisode de la semaine dernière, donc c'est l'épisode 9, où elle nous présente son parcours nomade dans les grandes lignes et on échange sur la van life, sous tous ses aspects. Aujourd'hui, on parle des façons dont on peut concilier voyage et travail. Depuis le PVT au volontariat, en passant par le nomadisme digital, Émilie nous partage, les différentes pistes qu'elle a explorées et qu'elle explore encore d'ailleurs. Et puis surtout, elle nous donne des conseils concrets, nous partage ses ressources et les plateformes qu'elle a utilisées. Bon allez, j'arrête de parler et je vous laisse avec notre échange. Hello Émilie, donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre échange. La dernière fois, tu as parlé de PVT un peu, c'est comme ça que tu as commencé à voyager, je crois, en Australie d'abord et puis en Nouvelle-Zélande ensuite. Donc je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Alors est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, comment on s'y prend concrètement pour partir en PVT? Quel pays on choisit, pourquoi, enfin tout ça quoi. Alors, PVT, c'est l'abréviation de Programme Vacances-Travail, ou Working Holiday Visa en anglais. C'est des visas qui te permettent très facilement de passer, suffisamment de temps à l'étranger pour accumuler travail et voyage. En général, ça dure 1 an, accumulable avec d'autres années si tu travailles dans certains domaines, donc notamment en Australie si tu travailles en ferme, c'est même accumulable jusqu'à 3 ans. Je connais pas les détails pour tous les pays, mais tu vas avoir les grandes destinations, je dirais entre guillemets «classiques», donc tu as l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, tu as le Japon, l'Argentine, le Chili, le Brésil. C'est les principales que je connais, mais il faut juste regarder en ligne et tu as toute une liste. En tant que Français, on a aussi énormément de chance parce qu'on a accès à plein de pays. Il y a une limite d'âge qui est en général entre 30 et 35 ans, donc ça nous donne une bonne marge. Voilà, et tout ce que je pourrais dire, c'est ouais, si vous avez une destination en tête, pas hésiter à checker en ligne, se renseigner par rapport aux conditions d'accueil. Faire attention aussi, je crois qu'il y a certains pays, notamment le Canada que j'ai en tête, où c'est du tirage au sort, c'est pas forcément admis directement. Enfin voilà, le mieux qu'il y a à faire, c'est de se renseigner et c'est une super porte d'entrée pour voyager dans un pays et puis, ouais, si tu veux travailler pour, te permettre de financer ce mode de voyage, pour apprendre une langue étrangère, enfin voilà, ça a énormément d'avantages, juste se renseigner. Tu as plein de blogs, de vidéos YouTube, de comptes Instagram qui en parlent et voilà, pas hésiter à foncer si ça vous appelle. Moi ça m'a ce PVT en Australie, ça m'a clairement changé la vie. Je le referais de nouveau si j'avais pas expiré tous mes visas, et je ne peux que le recommander. Tu parles de ressources de blog et tout. Est-ce que tu as en particulier un nom de site ou un blog ou une chaîne YouTube, peu importe, qui t'ait aidé et que tu voudrais partager? Alors, un autre blog qui me revient en tête, que j'ai pas mal consulté, que ça a été pour mon PVT en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'était pvtiste.net, qui fait donc ouais, Nouvelle-Zélande, Australie et Canada, qui est assez complet et ouais, c'est toujours bien d'avoir un petit guide, surtout au niveau administratif, c'est le plus dur, le plus relou et le plus, Heu, faut un minimum se renseigner en fait, avant d'aller, dans ce genre de pays. Les procédures sont, spoiler alert, beaucoup plus simples que l'administration française, donc ça, c'est génial. C'est bien de croiser ses sources aussi, de chercher un petit peu des retours d'expérience pour avoir, une vision, un peu plus réaliste ou sinon y aller, complètement, YOLO. Ouais, après ça dépend beaucoup de chacun, je pense. Donc si on revient un peu sur ton parcours à toi, que tu avais présenté la semaine dernière, donc ça fait 8 ou 9 ans maintenant que tu es nomade. Tu l'as été sur 3 continents différents.
Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu arrives à avoir des sources de revenus et à construire un nomadisme, qui soit viable et relativement stable financièrement? Stable financièrement, j'aurais pas dit ça, heu, mais viable et totalement faisable, hein, en vrai, on s'en sort très, très bien avec les PVT. Tout au long de mes voyages, j'ai pris des jobs, pas qui me tombaient sous la main, mais j'ai rencontré des personnes, je me suis installée à des endroits différents et dès qu'il y avait un job qui me faisait un petit peu vibrer, bah, j'y fonçais, en fait. Que ce soit un bar hein, au bord de la plage, que ce soit un petit bar à cocktail, un pub irlandais, un hostel où je restais. J'ai beaucoup travaillé dans les hostels. Hostel pardon, c'est auberge de jeunesse, c'est un terme qu'on utilise pas mal là-bas et tout simplement l'endroit et l'environnement me plaisaient, du coup, je suis postulée là-bas. Donc pour te donner une idée des jobs différents que j'ai fait, donc j'ai quand même beaucoup été en restauration, donc je suis passée de serveuse à barista, bartender, barmaid pardon, manager de restaurant, hem et sinon j'ai fait aussi beaucoup de réception, de housekeeping, du femme de ménage grossièrement, dans des hôtels, des hostels, des campings. J'ai fait du farm work, du travail en ferme, de la cueillette, et cetera. Ça, c'était pour prolonger mon visa en Australie et c'était parce que c'était très bien payé en Nouvelle-Zélande pendant la période du covid. On part sur des salaires, 3 à 4 fois supérieurs de la France et après j'ai fait des trucs qui n'ont rien à voir. Je fais un petit peu de construction ou plutôt de déconstruction, je défonçais des maisons, c'est n'importe quoi. Et plus random, j'ai fait, prof d'anglais. Donc au début du volontariat, j'ai été un peu rémunérée aussi. Quand je disais que j'ai travaillé en Asie, enfin j'ai été rémunérée en Asie en visa touriste. Et le truc qui me reste encore dans la tête, c'est, guide de plongée sous-marine en Asie du Sud-Est, pour lequel j'ai passé mon diplôme là-bas et que je garde sous la main pour, peut-être plus tard. Donc voilà, un parcours pro absolument non linéaire. Et du coup, pour le contexte actuel, j'ai essayé de reprendre ce type de taf en France, quand je me posais avec mon fourgon quelque part, à un endroit que j'aimais bien. Donc là, je pense au Pays basque, notamment et sur la Côte d'Azur et trouver un endroit que j'aime bien, un bar, un camping et cetera, pour trouver du taf. Ces expériences ont été absolument horribles de travailler en France. Je trouve qu'on a un environnement qui est quand même très toxique sous certains aspects, sous ce type de job comme d'autres. Pour moi, ça a été un peu un signe que c'était le moment de mettre un stop à ce genre de choses, que c'était plus fait pour moi aussi et que j'avais envie de construire autre chose, en fait. Et on le sait, dans le nomadisme, il y a beaucoup de digital nomadisme. J'ai pas mal de proches qui sont orientés là-dedans, et c'est un domaine qui m'attire depuis un moment. Bah, j'ai fait mes études là-dedans déjà, donc en communication et médiation culturelle et tout ce qui est écriture, photographie, création de contenu, création digitale, ça m'a toujours attirée, en fait et j'ai des compétences de base là-dedans et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas les approfondir, en fait et pourquoi pas tenter ma chance?» et au-delà de tenter ma chance, quoi, trouver quelque chose qui ferait plus de sens pour moi sur le long terme, en fait. J'aimerais bien toucher à quelque chose de plus créatif, hein. Même si j'ai beaucoup besoin du côté social et humain, donc je me vois pas non plus derrière un écran toute la journée, donc ouais, c'est pour ça que je me suis un peu, éloignée de ce genre de job de base et là, toute la question est de trouver un équilibre entre tout ça et aussi d'essayer d'allier un petit peu tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années, tout ce qui me passionne, essayer de faire un petit peu sens entre, toutes les choses, sur mon parcours absolument, pas linéaire. C'est officiel, du coup, je me suis lancée en tant que freelance, depuis quelques mois dans la création digitale, hein, la rédaction web, le community management et la création de contenu. Donc je suis sur plusieurs plateformes de freelance, même si comme à l'étranger, en fait, je suis plutôt du genre à y aller au culot et à proposer mes services, et à expérimenter plein de choses. Jusqu'à ce que je trouve ma voie. Voilà, voilà. Donc là, je suis en plein dedans. Je suis peut-être pas la mieux placée pour en parler. Tu auras sans doute l'occasion d'échanger avec,
plein d'autres personnes spécialisées, dans ça. D'ailleurs, tu es super qualifiée là-dedans aussi. Mais voilà, c'est la voie que j'emprunte en ce moment et on verra où est-ce qu'elle me mène. OK, super chouette et donc en gros, tu as évolué, si je reformule, dis-moi si je me trompe, tu as évolué d'un mode de voyage où tu voyageais à fond et tu t'arrêtais, tu travaillais à fond et tu recommençais, à maintenant essayer d'avoir quelque chose de plus périn où tu puisses concilier les 2 au quotidien, en fait, sur le plus long terme, c'est ça? Ouais, bah, exactement. Ce que je faisais tout simplement, c'était de bosser à fond, 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 d'économiser à fond et puis après de voyager avec les économies que j'avais mis de côté, en fait. Puis recommencer, encore et encore et encore. L'avantage, c'est que quand je voyageais, je pensais pas du tout au taf, parce que j'en avais pas. J'avais pas du tout à enfin, j'étais pas accrochée à un taf à n'importe quel moment. Hem Et qu'au taf, quand j'y étais, bah, je pensais pas au futur du taf en soi parce que c'était quelque chose qui était toujours temporaire pour financer mon voyage. Donc ça, c'était parfait, en fait. Ah oui, carrément, c'est sûr que ça aide beaucoup. C'était très intense, en fait. Je pense aussi le fait que tu sois dans des pays où tu as des visas limités, tu te dis: «Allez, je vais profiter à fond, je vais bosser à fond, je vais voyager à fond, je vais explorer tout le pays» et t'as pas vraiment le temps de enfin, j'ai eu l'impression quand même que j'ai pas eu le temps vraiment de construire quelque chose de plus profond, de plus périn comme tu dis. Hem et que c'est bien pour un temps, je pense. Ça m'a beaucoup plu, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce que j'ai fait pendant, du coup, pendant 6 ans en nord de l'Europe. Hem, Franchement, c'est même si on peut qualifier ce genre de job, hein, hem, justement de non qualifié, d'un petit peu, ingrat, je dirais, tu vois? C'est les jobs parmi les jobs de ma vie où j'ai pris le plus de plaisir, en fait. Parce que tu es avec des équipes de gens dans la même vibe que toi, qui sont là pour faire de la thune, pour voyager, pour avoir des expériences, des gens de tous les horizons différents. Tu apprends énormément de choses sur le plan humain, en fait. Et c'est ce dont j'avais besoin à cette époque, hein. Sachant que j'étais en plein dans mes études, j'avais commencé à taffer aussi quand j'étais en France. J'étais un petit peu la nana de bureau. Très sérieuse dans mes études, très corporate, très office girl, tu vois? Et là, ça m'a fait grave du bien d'avoir ce genre d'expérience, en fait. Donc pour moi, ça a fait du sens à cette époque-là, mais c'est vrai que sur le long terme, en fait, je me vois pas faire ça et surtout, je pense qu'il faut revenir à la réalité aussi que tu vas pas faire du backpacking toute ta vie. Les working holiday visa, encore une fois, c'est limité jusqu'à un certain âge. Il y a peu de chances que tu continues sur ce mode de vie, ouais, toute ta vie et qu'à un moment tu as envie de construire quelque chose qui a un peu plus de profondeur. Peut-être prendre un mix de toutes tes expériences, même si elles ont rien à voir entre elles et de construire quelque chose, Mais moi, je pense que c'est tout à fait possible. Petit aparté, tu pourrais peut-être faire, de la création de contenu et du community management dans le domaine du voyage, de la restauration, parce que tu connais leurs besoins de l'intérieur, tu connais leur clientèle de l'intérieur, tu as été confronté à ces gens-là. Donc je pense que tu as une énorme valeur ajoutée et ce que tu appelles un parcours non linéaire, bon, moi j'ai un parcours qui est extrêmement non linéaire aussi, donc voilà. Mais je pense qu'en fait, c'est un parcours qui est riche et c'est un parcours qui est tellement atypique que quand les entreprises, elles trouvent un community manager qui a été barman et que l'entreprise en question, c'est un restaurant, bah, c'est, la pépite pour eux, quoi. mais de ouf, mais oui, je sais. On me l'a beaucoup, beaucoup dit pour le contexte, j'ai quand même aussi souvent touché de près ou de loin à tout ce qui est, community management, création de contenu et cetera, quand il y avait possibilité. Encore une fois, c'est là où j'ai fait mes études principalement voilà, j'avais toujours des capacités dans ce domaine et des choses à offrir. Même si j'ai toujours eu un certain syndrome de l'imposteur, par rapport à mon parcours, en fait. Mais comme tu dis, il y a une grande valeur ajoutée qu'il faut que j'apprenne, en fait, à apprécier plutôt que de me dire que je suis pas assez ou j'ai pas construit un parcours assez pro pour, à ce niveau comparé à d'autres personnes. J'ai un parcours atypique, c'est ce qui fait ma force, mais aussi ma peur. Du coup, quand je commence à m'aventurer dans la jungle, du digital un petit peu,
Mais je sais au fond de moi que c'est ce profil atypique justement qui peut apporter énormément de choses selon les endroits, les personnes pour qui je bosse. Et j'aimerais quand même que ça reste des endroits qui font du sens pour mon parcours et mes passions. Typiquement, je bosserai pas avec des endroits ou des personnes qui sont pas qui sont complètement différents de mon profil et de mes valeurs, en fait. Et ça, c'est aussi dur à trouver, du coup. Encore une fois, ne pas avoir un parcours trop linéaire et aller vers ce qui te fait vibrer, en fait, c'est ce qui définit que tu es et c'est tes faiblesses comme ta grande force, en fait. Carrément, c'est très beau ce que tu dis. Tu parlais j'aimerais bien revenir, sur ce que tu as dit par rapport au volontariat. Tu disais que tu avais fait du volontariat, donc est-ce que tu peux je crois que tu as fait plein de formes de volontariat différents en plus. Est-ce que tu pourrais, en parler un petit peu, pour les personnes que ça tenterait? Yes, effectivement, tu as plein de formes de volontariat différents. Donc là, je vais te parler des plateformes où tu peux trouver ton volontariat. Une des plus connues, c'est Woofing. Tu as aussi Workaway, Worldpackers, Help Exchange, Help Exchange, hein, en franglais. C'est des sites web en ligne qui vont en général te donner une carte interactive où tu vas trouver différents lieux qui accueillent des nomades, des backpackers, des vanlifers chez eux, donc pour des missions très diverses. Woofing, c'est plus porté ferme, éco-responsable. LPX, Workaway, Worldpackers, tu as plein de types de missions différentes. Tu vas avoir donc des fermes, des lieux chez l'habitant, des refuges pour animaux, des retraites de yoga, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Donc c'est à toi en général, tu t'inscris sur la plateforme. Il y en a certaines qui sont payantes, d'autres gratuites. Woofing, c'est payant, mais c'est vraiment des frais très, très peu chers. Pour ceux qui veulent pas payer, tu as aussi les groupes Facebook, ça faut pas le dire et tu vas regarder ce qui te correspond. En général, donc les personnes accueillantes vont mettre un descriptif, tu peux les contacter directement. C'est mieux, je pense, d'avoir un échange avec eux quand même pour, tâter un peu le terrain, voir si ça te correspond parce que tu as des gens, tu des mentalités, des atmosphères qui sont très différentes, entre certains lieux et puis voilà. Tu as aussi beaucoup de bouche à oreille. En général, tu as certains lieux qui sont plutôt connus, je pense notamment en Europe, beaucoup de lieux qui sont notamment connus des gens en van. Par exemple, tu as beaucoup de monde qui reviennent, là, tu sais que c'est des lieux plutôt populaires pour les vanlifers. Heu et ça dépend aussi ce que tu recherches. Si tu recherches à aller dans une famille au fin fond des montagnes, bah, c'est très bien. Sinon, si tu veux un lieu un peu plus populaire, le bouche-à-oreille va très bien marcher aussi. Mais tu as beaucoup, beaucoup de possibilités comme ça et c'est idéal aussi si tu as un endroit où tu veux te poser un moment, passer du temps avec des locaux dans d'autres pays, apprendre sur plein de pratiques aussi. Je trouve que c'est vraiment une forme de voyage, hein, qui est très intéressante à aborder. Super chouette et par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est faisable quand on n'est pas vanlifer, quand on n'a pas forcément son moyen de transport? Ou est-ce que c'est des lieux qui sont souvent très excentrés et c'est quand même plus facile d'avoir un véhicule, pour y accéder? Ça dépend des endroits. C'est vrai que tu as des endroits qui sont complètement perdus au milieu de la pampa. Tu as des endroits qui sont plus accessibles. Heu, Après moi, je vais te dire quand même, c'est mieux d'avoir son propre moyen de locomotion parce que tu peux partir quand tu veux. Si jamais tu tombes sur un plan galère, même si c'est une minorité, tu as toujours le choix, en fait. Mais après effectivement, enfin, globalement, ça se passe quand même très bien et c'est des personnes qui accueillent très bien autant les gens qui sont en backpack, en autostop, en digital nomade, en vanlifer, enfin, c'est des gens qui accueillent tout le monde. Après, c'est toi, ta façon de est-ce que tu préférerais avoir un moyen de te déplacer quand tu veux et cetera? Moi, je sais que maintenant, je me vois pas, être tributaire d'un endroit ou d'un employeur ou autre. Mais ça ne tient qu'à moi. Mais après, ce genre de personnes, enfin, ce genre de lieu accueille, tout type de voyageurs. Donc encore une fois, tout dépend de ce que tu recherches, mais c'est pour tout le monde, ouais. OK. Il me semble qu'il y a quelques plans de ce style qui existent même dans les îles, j'avais un pote qui était parti, volontaire dans une auberge de jeunesse qui était en plein cœur en l'occurrence, c'était Riga en Lettonie et donc il y en a moins, je pense et c'est peut-être plus galère à trouver, mais il y en a quand même qui sont, où du coup, bah, c'est accessible en transport et tu pas cette problématique-là, quoi. Ouais.
Peut être volontaire en auberge de jeunesse aussi, ça, c'est un super bon plan au final. En plus, tu rencontres énormément de monde. Les auberges de jeunesse, de ce que j'ai vu, recherchent beaucoup, beaucoup de gens. Tu peux rester quelques semaines au moins, c'est bien quand même. Quelques mois, tu en as qui font ça vraiment sur le long terme. J'ai vu des gens vivre des années en auberge de jeunesse. C'est très facile à t'accrocher aussi à des fois, c'est très dur à partir, mais oui, enfin, globalement, c'est très facile à trouver, ouais. OK, trop cool et par rapport à ces expériences-là, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs de tes expériences de volontariat, que tu voudrais partager? Fou! Hem, Peut-être celle qui t'a le plus marqué, comment tu l'avais trouvée, En fait, celle qui me vient en tête, c'était dans la SPA que j'ai fait près de Cadix, à Chicaner de la Frontera, où, j'étais dans une période de ma vie où j'étais pas très bien, et j'avais envie de passer du temps avec des animaux et j'ai rencontré des Espagnols super sympas. Mon espagnol est très, très, basique. C'est là où j'ai, pu l'améliorer un petit peu. Je suis tombée sur des gens super sympas. Du coup, j'ai été volontaire dans une USPA là-bas et ça m'a apporté tellement de bonheur. J'ai travaillé dans plusieurs refuges pour animaux. Je fais pas mal d'expériences avec les animaux en général, mais c'est la dernière qui me vient en tête, parce que c'est là que je suis tombée amoureuse de mon petit chien. Ça m'a redonné tellement de bonheur et j'ai rencontré des gens super chouettes et voilà, non, que du bonheur et de la bienveillance et puis un truc qui m'a changé ma vie, c'est d'adopter mon petit chien, ouais, ouais, qui est juste là. Il dort, il s'en fiche complètement. Je viens de faire une déclaration d'amour et il s'en fiche complètement. Ah! Oui, salut toi! C'est le chien le plus mignon. Il a l'air mignon. En vrai, il a l'air mignon et tu l'avais trouvé sur quelle plateforme, celle-là, typiquement? Bah, du bouche à oreille, il y avait pas de plateforme. Bouche à oreille. Ah ouais, OK, trop cool. Ouais et j'ai plutôt tendance à faire du bouche à oreille maintenant. Bah, écoute, c'est vraiment le genre d'expérience qui me tente bien, je vais le mettre dans ma bucket list, moi, hein. En plus, le refuge il est pas loin de chez toi, c'est à Chiclana de la Frontera. Bah, ouais, c'est pour ça, parce que pour les éditeurs et les éditrices, du coup, je suis à Cadix en ce moment Ouais. et puis, moi, les animaux, tu sais, avant, j'étais monitrice d'équitation, donc quand je te dis que j'ai un parcours pas linéaire, j'ai vraiment pas un parcours linéaire, mais du coup, ça me parle particulièrement aussi. Donc, écoute, le bouche à oreille fonctionne et peut-être que je te demanderai l'adresse du refuge pour aller passer leur faire un coucou. OK et alors moi j'ai une question assez concrète, assez pratique. Quand tu pars comme ça, donc en volontariat, en PVT et tout, j'imagine que tu cotises pas pour ta retraite. Est-ce que c'est un truc auquel, tu penses ou pas du tout? Est-ce que tu mets des sous de côté, pour ça? Comment est-ce que tu envisages ça toi? Oui, non, mais très bonne question parce que elle revient très souvent quand même et c'est normal. Hem, pour la retraite, pour te répondre simplement, non, effectivement, quand je bosse à l'étranger et quand je vis à l'étranger, je ne cotise pas pour ma retraite en France. Disons, quand tu vas bosser à l'étranger, tu vas effectivement toujours avoir un taux de cotisation pour ta retraite à l'étranger en tant qu'expat. Si tu quittes le pays, tu peux récupérer cet argent que tu as cotisé. À moins que tu t'expatries, tu deviennes résident dans un pays, du coup, en général, tu peux récupérer cet argent. Et du coup, tu en fais ce que tu veux, en fait. Le mieux, c'est de d'économiser, parce que les sommes sont assez, intéressantes quand même, même si elles sont assez faibles en tant qu'expat. Mais voilà, tu peux récupérer cet argent que tu as cotisé pour ta retraite, tout simplement. Et comment je me situe par rapport à la France et par rapport à ma retraite? Bah, déjà la France, je me vois pas y vivre sur le long terme, pour être tout à fait honnête. Pour ma retraite de façon générale, déjà j'y crois pas trop. Je me vois pas de toute façon arrêter de bosser d'un coup, et profiter de ma vie à la fin de ma vie, mais ça c'est ma vision personnelle. Donc je me vois très bien continuer à bosser pendant longtemps, économiser suffisamment pour, me permettre de vivre, quand j'atteins un certain âge, même si, je t'avoue que je sais même pas si j'atteins ce certain âge. Mais pour le moment, je t'avoue, en toute transparence, la question du futur me pose pas de soucis. Je me projette pas trop en fait. J'ai peut-être un certain pessimisme aussi par rapport à l'avenir, économique, pas seulement de la France, mais du monde. Donc je crois pas trop en nos systèmes de retraite. Donc pour moi, c'est une question qui ne se pose pas. Hem, voilà. Mais si vous travaillez du coup à l'étranger pendant plusieurs années, si vous vivez à l'étranger pendant plusieurs années, bah, du coup la retraite, bah, c'est des années en moins effectivement,
pour répondre à la question. OK et dans la, circuit administratif, est-ce que quand tu pars, en PVT ou en volontariat, tu restes couverte par la sécurité sociale? Est-ce que tu prends une mutuelle? Est-ce que tu as une assurance voyage spécifique? Comment tu fais? Alors au niveau de la sécu et bah, très bonne question, très importante. Bah, non, tout simplement quand tu quittes le pays pour, plus de 3 mois si je me trompe pas, tu n'as plus, enfin tu n'es plus couvert par la sécurité sociale et c'est pour ça que les assurances voyage existent. Donc j'ai quasiment toujours une assurance voyage avec moi, donc des assurances françaises, hein, qui couvrent l'étranger, tout simplement. Quand tu deviens expat résident, à long terme, tu peux prendre des assurances, qui proviennent d'autres pays évidemment. Au niveau des tarifs, on parle, c'est pas extrêmement cher, on parle de 400-500 € par an. Et en général, ça te couvre vraiment beaucoup de choses. J'ai eu à l'utiliser plusieurs fois, notamment une fois où j'ai failli, mourir parce que j'arrivais plus à respirer. Une infection à la gorge qui m'empêchait de respirer, j'ai vraiment cru que j'allais crever, c'était au Vietnam ça. Du coup, j'étais contente d'avoir une assurance, donc prenez une assurance. Il y a une fois où je l'ai pas eu, quelques mois du coup et où je me suis dézingué l'épaule, en sautant d'un toit et bah, la facture était très élevée donc je me suis dit: «Putain, pour quelques mois d'économiser, bah, ça valait pas le coup». Donc ouais, prenez une assurance. Des noms que je vais te donner, Chapka pour l'Australie, c'était très bien. Je sais plus pourquoi je l'ai quitté. J'ai pris Ava après en Asie, je crois que c'était un peu mieux. Donc Chapka en Australie, c'est très bien et Ava en Asie du Sud-Est et je l'avais aussi en Nouvelle-Zélande, c'est des très bons noms. Franchement, les fois où j'ai eu des galères, c'était parfait. J'ai rien à redire, par rapport à ça. Comparé aux assurances en France, dont je tairai le nom, mais qui sont du tout satisfaisantes. Donc voilà. Donc sécurité sociale pour répondre. Tu perds tes droits, évidemment, c'est normal, tu viens en dehors de la France, mais il faut prendre une assurance constamment avec soi et c'est pas des prix excessifs, sachant que tu amortiras ça très facilement avec, les salaires, à l'étranger. Voilà. Peut-être un dernier sujet dont j'aurais aimé que tu parles. Tu as dit à plusieurs reprises que tu, avais beaucoup voyagé, qu'à certains moments, ça faisait beaucoup, que tu éprouvais le besoin de te poser. D'ailleurs, tu as pris un appartement il y a peu, et tu avais utilisé aussi en off, je crois, le terme travel burnout. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ouais, je pense que ma façon de voyager a été super intense pendant 6 ans et que je me suis un peu brûlé les ailes à un moment, que je me suis pas forcément écoutée, qui a un côté très, je dirais, jubilatif, un petit peu adrénaline, de jamais s'arrêter, d'explorer plein de choses, d'arriver dans un pays différent à chaque fois, d'avoir de nouvelles relations, d'avoir, ouais, enfin, tout un univers qui s'ouvre à toi, mais que ça reste super important de s'écouter. Si jamais, d'abord, ton esprit va fatiguer, il faut l'écouter parce qu'après, si ton corps fatigue, au bout d'un moment, tu risques d'expérimenter un truc qui est vraiment pas cool. Qui s'appelle le travel burnout, qui est un peu tabou, tu vois? Parce que, quand tu parles de ça, les gens ne te prennent pas trop au sérieux, parce que les gens considèrent que c'est un mode de vie privilégié, que tu es un peu en vacances, en fait, et qu'en fait, il y a plein de mécanismes beaucoup plus profonds derrière, quand tu repousses les limites de ton corps et de ton esprit, que ce soit dans n'importe quel domaine de ta vie. Je pense que le travel burnout peut arriver, ouais, un moment déjà où tu as un peu trop forcé et faut pas oublier qu'on change tellement d'environnement et de mode de vie. Enfin, ça dépend encore une fois de la façon dont tu voyages, hein. Des fois, tu as envie de te forcer un peu plus à continuer alors qu'il y a des choses qui vont pas plus profondément en toi et qu'il faut savoir dire stop, en fait. Typiquement, dans mes 8 années de nomadisme, c'est pas la première fois que je me pose, en fait. Il y a beaucoup eu de moments où je me suis dit soit parce que j'aimais un endroit ou soit parce que j'étais fatiguée tout simplement, parce que ça demande beaucoup de charge mentale et de comment dire? C'est physique en fait de bouger tout le temps, de travailler tout le temps, de voyager tout le temps. Donc il y a plusieurs moments où je me suis posée dans ma vie quand même. Là je vais te dire, par exemple, je suis restée un long moment à Melbourne, je suis restée un long moment à Raglan, en Nouvelle-Zélande, un petit village
tout posé, très chill, un peu hippie, surfeur, qui m'a fait énormément de bien. À Ahmed, où je suis tombée amoureuse de la plongée sous-marine, bah, je me suis posée là-bas pendant plusieurs mois, ça m'a fait un bien énorme. Au Vietnam, à un moment, je suis tombée amoureuse d'un petit village aussi. Plein de petits crushs comme ça, qui m'ont fait me poser et c'est au moment où j'ai voulu me forcer, en fait, que là, je me suis un peu brûlé les ailes et ça m'a pas fait du bien du tout. D'un coup, j'étais plus capable de faire quoi que ce soit, en fait. C'était travel burn-out, slash dépression, très sévère, en fait, hein. Je pense que toute personne qui a expérimenté une dépression peut dire: «Tu as plus envie de faire quoi que ce soit qui te plaisait avant, tu as plus envie de sortir de ton lit» et cetera donc encore une fois, c'est le mental qui te donne, des signaux avant. Si tu ne les respectes pas, bah, c'est ton corps qui tombe tout entier. Ça, faut l'apprendre, et le respecter, hem et ça peut arriver en voyage, en fait, parce que des fois, tu essaies de trop repousser tes limites, en fait et encore une fois, tu es un peu dans cette adrénaline de te dire, «Tiens, je vais continuer, tiens, je suis dans tel pays, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, faut que faut que je fasse de l'argent, faut que, j'explore, enfin, tu tout ça en 3 semaines». Voilà, donc faut toujours apprendre à s'écouter, ne pas avoir peur de faire une pause de temps en temps. OK, très chouette. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter? Ouais, bah, tu sais quoi? J'aurais peut-être aimé un petit peu approfondir sur les dessous du travail de burn-out, du burn-out en général, du choc culturel inversé et de la dépression ou de la quête de sens, en fait, dans nos vies de façon générale, dans le voyage, qui est un petit peu, extérieur comme intérieur au final. Je pourrais en parler pendant des heures, en fait. En fait, ouais, je pense qu'on commence tous nos voyages avec des questions qui sont un peu plus, profondes et enfouies en nous, qu'il faut pas les perdre de vue et que faire ce voyage, pour nous, en premier lieu, c'est aussi se détacher des attentes des autres, de nos proches, de la société de façon générale. C'est notre instinct qui pourra justement nous dire si on est sur la bonne voie ou si on s'égare un peu. Que même, en fait, dans l'égarement, de toute façon, il y a quelque chose qui est bon à prendre, que les choses sont pas un échec et que c'est juste une partie du process, quoi. Aussi, si on a des questions auxquelles on veut répondre, faut aussi accepter que le voyage ne réglera pas forcément tout, que faut plutôt le prendre comme une passerelle, un terrain, fertile pour explorer des nouveaux modes de vie, des nouvelles manières de penser, de faire, de vivre, hein. Mais au final, c'est à nous seuls de déterminer ce qui a du sens, ce qu'on décide de garder, ce qu'on décide de laisser derrière nous. Heu, puis il y a aussi la réflexion du retour, hein. Revenir d'un voyage, c'est aussi souvent sous-estimé. Là où je me suis un peu, fait avoir aussi. Hem, Parfois on se heurte à une ancienne vie, à des anciennes routines, plein de choses qui nous reviennent, en plein visage du coup. Ça peut créer un choc et un gros décalage et c'est là en fait qu'il y a un gros travail qui peut commencer aussi. Comment on intègre ce qu'on a appris, comment on fusionne un peu la vie qu'on avait avant et ce qu'on a appris sur la route et comment on revient ou si jamais on revient. Comment éviter de retomber dans des vieux schémas aussi, en construisant un quotidien qui respecte la personne qu'on est devenue, qu'on souhaite devenir et on se rend compte que finalement voyager, c'est pas seulement découvrir le monde du coup, c'est découvrir comment on veut y exister et c'est un processus sans fin en fait et c'est ultra riche, ultra intéressant mais toute la quête existentielle qu'il faut pas perdre de vue, je pense derrière tout ce qu'on fait en étant nomade. Voilà. Carrément. Très cool de finir sur cet aspect positif. C'est quoi? J'ai vu une citation défiler cette semaine Ouais. et je savais qu'on avait le podcast et je me suis dit: «Je vais la noter, tiens, parce que ce serait trop bien de finir là-dessus». Vas-y. Peut-être que le voyage ne consiste pas tant à devenir quoi que ce soit. Peut-être qu'il s'agit plutôt de se défaire de tout ce qui n'est pas soi afin de pouvoir être ce que l'on était censé être au départ. C'est de «L'oracle des penseurs» de Paulo Coelho et je trouvais que ça s'insérait bien à ce qu'on dit aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est beau! Merci.
Ouais, c'est parfait. OK, bah, merci, Émilie d'être venue partager ton expérience sur le podcast. Un grand merci à toi. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. Si ça vous a plu, alors vous pouvez donner 5 étoiles au podcast et vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous voulez suivre mes aventures nomades, ça se passe sur mon compte Instagram by Chloé V. Vous pouvez aussi me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Allez, à très vite!